Bonjour, merci de prendre place. Nous allons démarrer le panel récapitulatif de ces 2 jours de réflexion sur l'état du monde. Alors, ce qui ressort de ces 2 jours, c'est que le monde est à la recherche d'un nouvel équilibre géopolitique, économique, depuis que Donald Trump est arrivé au pouvoir et a annoncé ou confirmé la couleur America First. Alors, avec notre panel, Jean et moi, nous avons la tâche d'imaginer une nouvelle gouvernance de ce monde. Est-ce qu'elle est même possible? Et je vais vous présenter notre panel parce qu'il est exceptionnel. Nous avons Isher Judge Ahluwalia, qui est présidente du Conseil des gouverneurs du Conseil indien pour la recherche sur les relations économiques internationales. À sa droite, Benoît Cœuré, membre du directoire de la Banque centrale européenne. À la gauche d'Isher, Philippe Hildebrand, qui est vice-chairman de BlackRock et qui est ancien président de la Banque nationale suisse. Tout au bout, nous avons Robert Malley, qui est président de l'International Crisis Group, qui est un groupe de prévention des conflits. Robert est un ancien conseiller de Barack Obama et c'est un expert du Moyen-Orient. Et enfin, à ma droite, Jong-Ho Lee, économiste de Corée du Sud, ancien conseiller auprès du président Lee Myung-bak, je pense que j'ai mal prononcé, et il est professeur à l'université de Corée, Korea University, et il est ancien chief economist de l'Asian Development Bank. Et enfin, Jean Pisani-Ferry, que je ne présente plus, membre éminent du Cercle des économistes. Jean, est-ce que tu pourrais nous faire un petit panorama et introduire ce panel? Tous les membres du Cercle des économistes sont éminents. Le thème de notre session, c'est le leadership dans le monde de demain. On peut peut-être commencer par essayer de définir ce qu'il est dans le monde d'aujourd'hui. Je voudrais dire 2 choses. Le leadership n'est pas antagonique au multilatéralisme, contrairement à ce qu'on croit facilement. Il en est le complément. Il en est le complément pour 2 raisons. D'abord, dans un monde de règles, le leadership est nécessaire parce qu'il faut définir les règles, parce qu'il faut définir ce qui se passe dans les intervalles entre les règles, et parce qu'il faut fixer les priorités. Et tout ça, ce ne sont pas des institutions techniques, ce ne sont pas des règles sectorielles qui peuvent le déterminer. Ça ne va pas sans un leadership politique. Donc il y a une forte complémentarité entre un monde de règles, un monde multilatéral et l'exercice d'un leadership politique. Et deuxièmement, le leadership, ce n'est pas la dictature du plus puissant. Le leadership, dans la conception qui a organisé les relations internationales dans l'après-guerre, c'était un contrat. C'était un contrat dans lequel le plus puissant avait le pouvoir, ou du moins un pouvoir déterminant dans la fixation des règles, dans la fixation des priorités, mais en échange se contraignait lui-même à agir, le plus souvent en tout cas, à l'intérieur de ces règles. Ce qui ne va pas de soi pour celui qui est le plus puissant, qui pourrait vouloir, au contraire, agir de manière purement discrétionnaire et transactionnelle. Mais la caractéristique du système de l'après-guerre, du système organisé, ce qu'on appelle l'ordre libéral international, c'était cela. C'était que les États-Unis se mettaient eux-mêmes en situation d'être contraints par les règles qu'ils avaient largement contribué à fixer. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que le président Trump répudie ce contrat. Purement et simplement, dans sa conception du monde, il n'y a pas de place pour un contrat de ce type. Et il pense que les inconvénients pour les États-Unis qu'il y a à se soumettre à un système de règles l'emportent sur les avantages qu'il y a à jouer un rôle déterminant dans la fixation de ces règles. Donc il préfère un monde purement transactionnel dans lequel il n'y a pas de limite à l'exercice du pouvoir discrétionnaire. Ça,
ça nous pose des questions très très lourdes. Ça pose la question de savoir est-ce qu'il y a un relais, est-ce qu'il y a un substitut à ce leadership américain. Et quand on fait le tour rapidement, l'Europe, à l'évidence, n'est pas en mesure seule d'exercer ce leadership global. La Chine ne veut pas le faire, ne peut sans doute pas le faire encore, et en tout cas, si elle le faisait, ce serait selon ses propres termes, qui ne sont pas exactement les mêmes que ceux du contrat de l'après-guerre. M. Xi Jinping a commencé à articuler... M. Xi Jinping a commencé à articuler une vision des relations internationales qui est très différente. Et le reste du monde, Inde inclus, Corée inclus, n'est pas en mesure de pallier à l'absence de leadership. Et donc les questions pour notre panel, nous en avons sélectionné 3 sur cette base. D'abord, quelle analyse faisons-nous de la situation? Est-ce que ce qui se passe aujourd'hui, cette attitude de l'administration américaine, est-ce que c'est une foucade? Est-ce que c'est une aberration temporaire? Ou est-ce que c'est quelque chose de plus profond, de plus durable? D'abord, est-ce que cette attitude de défiance à l'égard du multilatéralisme va se modérer après les élections de midterm? Et puis, plus profondément, est-ce qu'elle va se renverser après le départ de M. Trump quand il arrivera? Ou bien est-ce que les États-Unis sont durablement revenus à une approche plus transactionnelle des relations internationales du fait de l'évolution des rapports de force? La deuxième question, c'est dans ce contexte, puisque ni l'Europe ni la Chine seules, ni les autres pays ne sont en mesure de pallier cette absence de leadership, est-ce qu'il peut y avoir un rapprochement entre la Chine, l'Union européenne, d'autres ensembles? Est-ce que c'est dans l'intérêt de l'Europe que de considérer un rapprochement de ce type autour, par exemple, de la refondation des règles de l'OMC? Est-ce que c'est quelque chose que les États-Unis sont prêts à tolérer et quelles peuvent être leurs réactions? Quelles peuvent être aussi les réactions des autres pays, et en particulier de l'Inde et des pays en développement? Et enfin, dernier point, dans une optique de ce type, dans une problématique de ce type, qu'est-ce que tout cela implique pour les organisations internationales? Que ce soit les organisations politiques, le G7, le G20, qui étaient ces organisations de leadership partagé, ou que ce soit pour les organisations plus techniques, fondées sur les règles, comme l'OMC, comme le FMI. Qu'est-ce qu'implique ce nouveau contexte pour ces institutions? Voilà ce que nous vous proposons comme menu pour la discussion qui va suivre. Merci Jean. C'était en effet un beau programme et on va démarrer avec Robert Malley. Et la première question, Robert, c'est est-ce que en effet la phase Trump, c'est une phase temporaire ou est-ce que c'est en fait la réflexion, c'est le reflet d'une tendance longue aux États-Unis et finalement l'aboutissement d'un retrait progressif des États-Unis? Bonjour, bienvenue. Écoutez, je vais commencer peut-être par un scoop qui va étonner ou qui va choquer. La faute n'en incombe pas entièrement à Trump. Je pense que Trump est le symptôme de dynamiques lourdes qui l'ont précédé et qui lui succéderont sans aucun doute. Alors, quelles sont ces dynamiques? C'est d'abord un déclin américain inévitable. Je pense que c'est un déclin, on peut essayer d'en trouver la chronologie, mais enfin, la période faste des États-Unis, c'est entre la première guerre du Golfe et puis la guerre en Irak, catastrophique. Mais enfin, toute puissance et toute hyperpuissance connaît ce déclin inévitable. Alors, d'autres puissances vont venir la défier. Crise aussi d'un modèle, vous avez parlé de l'ordre international libéral, qui n'était pas particulièrement international, il était occidental, qui n'était pas particulièrement libéral par ses valeurs, et puis qui n'a pas apporté beaucoup d'ordre pour certaines parties du monde, mais crise en tout cas de cet ordre-là, d'un modèle de globalisation qui a affecté de façon très inégale des pays et à l'intérieur des pays certaines couches sociales. Donc je le dis, on ne peut pas simplement se dire que c'est une aberration et que tout ce que représente Trump disparaîtra lorsqu'il disparaîtra lui-même de la scène politique américaine. Mais scoop du scoop, évidemment, la faute en incombe tout de même à Trump. C'est-à-dire que sa manière très particulière de pratiquer la diplomatie, sa manière très particulière de comprendre les relations internationales et les valeurs de l'action collective
sont tout de même assez particulières à ce personnage-là. Et il faut en connaître l'historique, mais ce sont tout de même des instincts qui lui sont propres depuis des décennies et qui font que sans Trump, je ne pense pas qu'on aurait eu à la fois la crise avec l'Europe, la crise avec le G7, la crise avec l'OTAN qui vient, la fin de l'accord nucléaire iranien, la fin ou le départ de l'accord climatique de Paris, le rejet de libre-échange, enfin tout ça, ce sont tout de même des réflexes qui ne représentent pas le Parti républicain, qui ne représentent pas nécessairement une majorité aux États-Unis, mais qui reflètent une attitude très particulière de Trump. Parce que n'oublions pas non plus, le président Obama aussi était conscient de cette crise, de ce déclin américain et de cette crise d'un certain modèle. Sa réaction à lui, avec toutes les fautes qu'il a pu commettre, a été d'essayer au contraire de renforcer l'action collective, de renforcer les groupes multinationaux, multilatéraux et les accords, j'en ai mentionné quelques-uns, que ce soit l'accord avec l'Iran, que ce soit les accords climatiques, que ce soit les accords de libre-échange. Son idée à lui, c'était que pour protéger les États-Unis de son déclin, il fallait au contraire agrandir l'ère collective dans laquelle les États-Unis allaient pratiquer sa propre diplomatie, d'où l'expression peut-être malvenue de leadership leading from behind, c'est-à-dire on garde le leadership mais on la pratique par derrière si on veut. Et Trump, lui, évidemment, il comprend les relations internationales de façon extrêmement différente, il rejette l'action collective, il y voit au contraire un coup porté aux intérêts américains. Pour Trump, tout ce qui compte, c'est ce qui peut se compter et rien d'autre. Et ça, c'est tout de même une approche très particulière, très individuelle, rejet des valeurs molles qu'il estime molles de l'Occident. Et cet attrait qu'il a justement pour les hommes forts, que ce soit Poutine, que ce soit d'autres à travers le monde. Alors pour conclure, je pense qu'on peut faire trois réflexions. D'abord, qu'il n'y a pas de Trumpisme sans Trump, c'est ce que je viens de dire. Mais deuxièmement, qu'il n'y a pas de Trump sans cette crise de cette dynamique internationale, et justement, il va bien falloir y apporter des réponses. Or, pour paraphraser, je pense, un Premier ministre français, Trump, lui, a apporté de mauvaises réponses à de bonnes questions. Alors, tout le défi de ce panel, tout le défi, je pense, de ce que vous avez discuté depuis 2 jours, le défi pour l'Europe, le défi pour les États-Unis, pas vraiment les midterms qui ne vont pas changer grand-chose, mais pour l'élection présidentielle de 2020 et après, le défi, c'est justement d'y apporter de bonnes réponses. Merci. Merci, Robert. Alors, Philippe, puisque vous avez une casquette très mondiale, quels sont les effets déstabilisateurs et est-ce que vous pensez que Donald Trump, bon, alors il est concentré sur ce qu'il perçoit comme les intérêts premiers des États-Unis, mais est-ce qu'il a aussi une attitude malveillante, notamment à l'égard de l'Europe? Est-ce qu'il voudrait sa destruction? Pensez-vous qu'il y a un aspect aussi destructeur? Alors, d'abord, merci beaucoup d'être ici. Depuis la crise financière, il y a 10 ans, je me suis souvent posé la question pourquoi la vaste majorité des économistes, des décideurs politiques, des journalistes et peut-être même des étudiants avaient été incapables de prévoir l'impact et l'ampleur de la grande crise pourtant imminente. Avec le temps, j'ai acquis la conviction que c'était principalement dû au fait que nous avions eu du mal à anticiper une crise qui émanait du cœur du système financier et économique. Au cours des décennies précédentes, nous avions tous été formés à considérer une crise comme quelque chose qui se produit dans la périphérie et qui ensuite tape sur le centre, mais en fait, si le centre réagit proprement, on peut éviter des grands dégâts. La crise financière a suivi le schéma inverse. Une vaste crise émanée du cœur même du système des États-Unis et nous n'avons pas vraiment su trouver de réponse à cette crise, au moins au début. Je mentionne cela parce que je crains que ce que nous vivons actuellement est quelque chose d'analogue dans la sphère politique. Donc pour répondre à votre question, je pense que la réponse est oui. L'encre politique mondiale s'est détachée. Pour parler franchement, les États-Unis sont aujourd'hui une source clé et peut-être même la principale source d'incertitude dans le monde. Il faut y penser à ça.
L'approche de l'agenda America First est devenue très claire. C'est une approche qui est disruptive, confrontationnelle et, comme Jean le disait, transactionnelle. Elle est entièrement en ligne avec la rhétorique de campagne du président. Vu du reste du monde, cela pose un défi unique et fondamental de leadership. L'encre traditionnelle du système international a disparu. Le leader mondial, depuis des décennies, en particulier du point de vue de l'Europe, n'est plus. Et donc, en Europe, nous ferions mieux de créer notre propre moment de leadership pour trouver une réponse appropriée. Cette réponse ne peut consister qu'en une approche européenne cohérente et unie. Aucune nation en Europe, quelle que soit sa taille, n'est assez grande pour trouver une réponse individuelle efficace sur n'importe quelle question pertinente du jour, qu'il s'agisse de la défense, de l'immigration, du changement climatique, de la régulation de la finance, du commerce international ou même de ses propres valeurs. C'est pourquoi, et là je m'inspire encore une fois de ce que j'ai vécu en 2008, lorsqu'une tempête éclate au cœur du système mondial qui change tout, seule une réponse collective peut rétablir une nouvelle forme de stabilité. Les États-Unis ont maintenant fondamentalement modifié les règles du jeu. La seule réponse efficace à ce problème est une réponse européenne, aussi difficile soit-elle pour les raisons historiques et idéologiques différentes selon les pays membres de l'Europe. J'ai dit lors de l'élection du président Macron que l'Europe avait potentiellement une décennie dorée devant elle. Je continue à le croire. En fait, paradoxalement, l'évolution de la situation aux États-Unis peut être et doit être un catalyseur de l'action collective européenne urgente qui s'impose. Toutefois, si l'Europe ne parvient pas à apporter une réponse solide, je crains que la fracturation de l'Europe ait une attaque fondamentale contre la valeur humaniste européenne de la dignité soit possible. Je me trouve donc optimiste, mais de plus en plus impatient d'assister à un moment de véritable leadership européen face à une crise qui éclate de plein fouet dans l'épicentre de notre système économique et politique. Comme le disait fameusement, et certainement vous connaissez cette citation, Jean Monnet, l'Europe se fera dans les crises, elle sera la somme des solutions apportées à ces crises. Eh bien, la crise est devant nous, devant nos portes, et l'Europe est appelée à sa propre moment de leadership pour faire face à un changement fondamental de l'ordre global qui est peut-être, et c'est le point le plus important, qui est peut-être que dans ses phases initiales. Ultimement, nous sommes tous appelés à défendre les valeurs fondamentales qui sont à la base de l'idée européenne. Laissez-moi finir avec des mots précieux de Thomas Mann, à un moment où il observait la désintégration de la démocratie dans son pays, paradoxalement à l'époque vue de son exil aux États-Unis. Il a écrit à l'époque « Man muss die Demokratie als diejenige Staats- und Gesellschaftsform bestimmen, welche von jeder anderen inspiriert ist von dem Gefühl und Bewusstsein der Würde des Menschen. La démocratie doit être définie comme la forme d'État et de société inspirée avant tout par le sentiment et la conscience de la dignité humaine. » Merci. Philippe. Benoît Cœuré, je me tourne vers vous. Alors, Philippe vient de parler de l'Europe. Est-ce que c'est en effet une chance, en fait, cette déstabilisation trumpienne pour l'Europe? Et est-ce qu'elle en est capable, vraiment, est-ce que l'Europe est capable de s'organiser et de parler d'une seule voix? Oui, bonjour à tous. Et, je vais évidemment parler de l'Europe, parce que c'est ce que je fais dans la vie. Et je voudrais d'abord remarquer que ce n'est pas forcément un mauvais moment pour parler du leadership de l'Europe à un moment où les 4 finalistes de la Coupe du Monde sont toutes les 4 des membres de l'Union européenne. Donc, certains peut-être pour peu de temps, mais tout de même. Et je voudrais commencer par revenir sur les éléments d'analyse proposés par Jean, avec lesquels je suis largement en accord.
et notamment sur 2 points. D'abord, comme l'a dit Jean, on est effectivement face à une remise en cause profonde de la manière dont le monde fonctionne. Et face à cette remise en cause, on peut aussi s'inspirer de l'histoire, c'est-à-dire que ce n'est pas la première fois que ces débats apparaissent. Hein, et donc il faut aussi résister à la tentation de penser qu'on est face à quelque chose d'entièrement nouveau. Ce débat entre un ordre du monde fondé sur de la confiance, des valeurs partagées, des règles d'une part, et d'autre part un ordre du monde fondé sur la force et les rapports de force et les rapports de puissance, ça a toujours existé. On a été face à ce choix dans les années 30 après la crise. Et pour être un peu pédant, on peut même revenir à Thucydide qui raconte ça très bien dans l'histoire des guerres du Péloponnèse, et c'est le débat entre Athènes et Sparte, qui d'ailleurs s'est mal terminé pour Athènes. Donc c'est une bonne raison de regarder les leçons de l'histoire. Donc ça n'est pas nouveau, mais c'est aussi important pour l'Europe de réfléchir à ce débat en ces termes et d'abandonner une vision parfois un peu rousseauiste qui consiste à penser que tout va se faire par l'affirmation des règles. Il faut aussi des instruments de puissance, il faut aussi des instruments, il faut aussi parfois savoir triompher des rapports de force. C'est quelque chose que l'Europe n'a peut-être pas fait assez dans son histoire. Deuxième élément d'analyse qui a été suggéré cette fois-ci par Robert Mallet, le débat actuel est le résultat de tendances beaucoup plus profondes qui sont très antérieures à la dernière élection présidentielle américaine. Il y a une insatisfaction, une anxiété, parfois une colère, ça a été dit hier par le Premier ministre, face à la mondialisation, qui provient du constat que la mondialisation crée des inégalités, c'est évident, crée des vulnérabilités financières, climatiques, qui se transmettent d'un pays à l'autre, crée de l'inéquité, parce qu'il y a souvent le sentiment, notamment dans le monde émergent, que les règles ne sont pas les mêmes pour tout le monde, et que les règles n'ont pas été appliquées de la même manière pour tout le monde, et qui crée aussi un sentiment d'impuissance, parce qu'il y a le sentiment que les marchés, notamment les marchés financiers, échappent au contrôle démocratique, et qu'il y a un besoin de reprise de contrôle démocratique. Et ça date de bien avant l'élection de M. Trump. Et donc c'est à ces questions-là qu'il faut répondre à la racine, plus qu'aux symptômes. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que l'Europe est outillée de manière absolument unique pour répondre à ces questions. Pourquoi ? Parce qu'il y a une sorte de dilemme. Il y a une sorte de dilemme qui est que la mondialisation, d'une part, crée un besoin de politique publique pour répondre à toutes ces anxiétés, les économistes diraient toutes ces défaillances de marché qui appellent de l'action publique coordonnée entre nations. Et en même temps, la mondialisation érode les instruments, affaiblit les instruments dont disposent les nations pour y répondre. L'exemple le plus flagrant, c'est la fiscalité. On a besoin de ressources publiques pour faire de la redistribution, pour gérer les conséquences de la mondialisation. Et au même moment, la ressource publique échappe aux mains des démocraties à cause de l'optimisation fiscale et de l'évasion de la base fiscale. Et donc si on veut reprendre le contrôle de tout ça, il faut recréer des moyens d'action collective internationaux, mais avec des instruments concrets. Et c'est précisément ce que fait l'Europe, c'est la raison d'être de l'Europe. L'Europe est une alliance au sens où Thucydide l'aurait décrit au 5e siècle avant Jésus-Christ, mais c'est la plus forte, c'est la plus profonde, la plus ambitieuse alliance de nations de l'histoire de l'humanité. Alors elle ne fait pas toujours les choses bien, certainement, mais elle a les instruments qui permettent de répondre dans le domaine de la régulation, dans le domaine fiscal, et elle le fait de plus en plus, et c'est cet exemple-là qu'il faut suivre. Ça vient avec deux mises en garde ou deux réserves. La première, je l'ai déjà dit, c'est qu'il faut aussi échapper à une vision irénique qui consisterait à penser que tout va se résoudre simplement par l'affirmation des règles, parce que ça ne marche pas seulement comme ça. Donc il faut que l'Europe aussi ait des instruments pour déployer sa puissance stratégique et économique. C'est la première réserve. Et la deuxième réserve, c'est que l'Europe doit surmonter ses propres divisions. 10 années de crise économique, de crise financière ont créé des fractures profondes à l'intérieur de l'Union européenne et à l'intérieur de la zone euro, des fractures nord-sud à l'intérieur de la zone euro, des fractures est-ouest à l'intérieur de l'Union européenne, comme on le voit aujourd'hui. Et si l'Europe demeure divisée, si les hommes politiques européens jouent sur ces divisions pour faire avancer des agendas politiques nationaux et de court terme, si l'Europe reste divisée entre le nord et le sud, entre l'est et l'ouest, elle fera tout simplement le jeu de ceux qui cherchent à la diviser, et elle fera le jeu de ceux qui cherchent à marginaliser son action. Merci Benoît.
Alors, je veux me tourner vers Jong-ha. Est-ce que vous pensez, parce qu'il y a la grande question de la Chine dans tout ça, parce que ça peut être la deuxième phase de disruption, c'est que va faire la Chine? La Chine montre des velléités de vouloir défendre le multilatéralisme. Que veut la Chine? Est-ce qu'elle veut vraiment défendre le multilatéralisme tel qu'il était auparavant? Et est-ce qu'elle peut faire une alliance avec l'Europe? Thank you, Anne, and good morning, ladies and gentlemen. So let me just present this shift of global leadership from an Asian perspective. So American leadership, as we discussed, has been declining, but not from the Asian perspective. It's not because of the US President Donald Trump, but because of the rise of China. So China has raised the economic power in global production, as we know, the trade and investment, and also it increased its power in the global and regional governance. So we understand that the current Chinese President Xi Jinping promoted One Belt and One Road. Interestingly, that's connecting the Asia with Europe. It's excluding the United States. And also, China established Asian Infrastructure Investment Bank. That's also dominant shareholders at AIIB are China and European countries. So US does not have any position there. So one big issue especially in Northeast Asia is the North Korean issue, but we see the great influence of the United States in Northeast Asia. But from a perspective of South Korean like me, China's influence is much bigger than the United States in resolving these problems, because even though US has an army, big army in South Korea and in Japan, but China can mobilize more than 1 million armies just within a day and then cross the river and get into the North Korea. That's the true. I mean, so the influence is there because of geopolitical things. So currently, this rise of protectionism, of course, hurt the global economy, but it will hurt China as well as the Asian economy, because Asia has developed thanks to the export-oriented model. I mean, whether you see this is the fair game or not, I mean, but currently, China as well as the Asian countries really depend on the global trade. So we are worried about this escalation of the global protectionism and the global trade war. So what we should do, I mean, to resolve this kind of problems? Of course, I mean, I'm going to China quite often because it's very close, but I'm also teaching some people in China. But of course, I mean, China's influence has been rising, but China is not really getting into the stage of following the global norm. I mean, so we need some kind of the global leadership, more collective leadership. So I think it's in terms of the global leadership, China as well as Europe should work together to build this global leadership. We need to be more realistic. I mean, the United States, even though this power has been declining, and then it will decline, but it will remain as a dominant power. So it has a technology, it has a military power, it has a strong education, it has its own currency. So even though China has been promoting its own currency to be a global currency, it cannot really match the US dollar in a few decades. So this is the really issue. So what I think at this point, Europe and China, as well as the all Asian countries, share the same interest in promoting the global free trade and protecting the multilateral institutions. So we need to go to the global forums such as G20 and WTO to improve the global trade, trade practices, as well as improve the effectiveness of the multilateral institutions. That's what I'm trying to say. But of course, I mean, China also should remove its own protectionist practice. I mean, they should also come to the global free trade countries. So it's very hard to predict the future, what will happen in the next decades. But we understand that this will not be the kind of century will be dominated by the one country like the United States.
and then it cannot be dominated by Europe, and people said. So it should be kind of the collective leadership provided by the emerging economies such as China, as well as the United States and Europe. So of course this is a very tough time, but we cannot resolve these problems just after the Donald Trump. This is the permanent trend is still there, so we need to work together. This is a very critical moment for us, especially for Asian countries who are very open to the global free trade, and then we understand that we need to preserve the global free trade. So I think it's I would say this is the very critical moment, and this is great conference. We need to discuss this issue not just here, but continuously. I hope the Asian countries, including China, with Europe, could provide some collective leadership. Thank you very much. Merci, Jong-ha. Isher, je me tourne vers vous parce qu'il y a aussi beaucoup d'inquiétudes concernant... Oh, I'm sorry. Go ahead. Il y a beaucoup d'inquiétudes au sein des marchés émergents, notamment l'Inde. Quel rôle peuvent jouer ces marchés émergents, et vous pensez également que le G20, toutes ces institutions qui sont nées après-guerre, doivent être restées pertinentes dans cette gouvernance mondiale? Thank you. First of all, I would like to thank Le Cercle des Economistes for giving me this opportunity to take part in these very relevant discussions in very trying times for our economies. The world as we know it is changing very rapidly and changing for the worse. I believe that we cannot only discuss leadership in future, we need leadership here and now to ensure that our world is not unraveled in a way from which it's more difficult to save the race save it from the race to the bottom. Now, I'll make 3 points. Let me begin by saying that in the US, globalization is being blamed for the misery of the US economy. I'd like to put the record from developing economies' perspective. Globalization has benefited many developing countries who have managed to become more competitive. Yes, undoubtedly, China is the major beneficiary, but many other countries, including India, have gained from the globalization. Unfortunately, the perception in the industrialized countries is that this growth of the developing countries has been at the expense of jobs in industrialized countries. The truth is that these very developing countries have provided expanding markets to the industrialized world for new technologies, and that has created jobs in the new sectors, while the sunset industries in the industrialized world have declined because they have become uncompetitive. There is another major factor which is responsible for impacting jobs adversely, and that is technological change. And I would say that if President Trump is really looking for instruments, perhaps he should think of taxing robots. But blaming it all on globalization is certainly not the right way of looking at it. Now, we all know that economies benefit from globalization, but there are some winners and some losers. And it really falls on the domestic governments to ensure the redistribution so that the losers are compensated and losses are not too large, because that really creates a political problem. Now, the second point I would like to make is that, as economists know, no one wins in a trade war.
But does that mean that when you have aggressive trade action, should the others not retaliate? Now, international trade teaches us in our 101 course in economics that when two countries are trading and one goes protectionist, it is still in the interest of the other country not to retaliate because everybody benefits from open trade. However, Politics 101 teaches us otherwise. And what we are seeing today is really the politics unfolding. Now, many of us had believed that because of global supply chains and increased connectivity across countries, that we will not see a situation of high tariffs, retaliation, counter-retaliation, and really a race to the bottom. But in fact, we are now put in a situation where even a country like India has gone to the WTO with a dispute against the tariffs that have been imposed by the US on India. Now, I do believe that the developing countries and Europe should have a united front, and as the developing countries have gained through this process of globalization and have a lot of stake in keeping the system open, they should actually be part of the deal making, part of creating the rules in which we are really not looking for a zero-sum game, but a positive sum game. Now, President Trump, as has been mentioned earlier, really reflects a symptom rather than the cause of this problem. And he was able to convince those in the US who had lost through globalization that he could solve their problem. But the real truth is, if he imposes tariffs and interferes with globalization, there would be retaliation, and with that retaliation, in the end, somewhere else in the US economy, there would be losses. So it is up to the intellectuals and political leaders of the world to really bring this out clearly for those political leaders who really do not have this wider vision. I will just say one sentence on the G20 since you had asked me. I think G20 served a very, very useful purpose at the time of the global financial crisis. And it is ideally placed because you have China in the group, you have developing countries, you have representation from all the countries, and I think G20 must be activated. Maybe a group of trade ministers can come up with some rules which can change from the present rules by the time the Japan G20 meeting comes up. Thank you. Merci. Alors, Jean, comment on fait concrètement pour organiser cette nouvelle alliance mondiale? Bon, je crois qu'il y a un consensus fort sur deux points. Hein. Le premier, c'est de dire que nous ne vivons pas simplement un accident politique américain, qu'il y a des raisons plus profondes à ce que nous vivons. Le deuxième, c'est que le type de réponse qu'il faut y donner est inévitablement une réponse collective impliquant, au-delà de l'Union européenne, un certain nombre d'autres acteurs. Alors maintenant, il faut rentrer du coup dans le vif du sujet. Et rentrer dans le vif du sujet, ça commence par les questions commerciales, puisque ce sont les questions commerciales qui sont aujourd'hui au centre de la discussion. Ça commence par voir sur quelle base redéfinir un certain nombre de choses dans l'Organisation mondiale du commerce, puisqu'il ne faut pas oublier que nous avons quand même un certain nombre de choses que nous voyons, un certain nombre de points que nous voyons très différemment de la Chine. Nous avons un certain nombre de sujets sur lesquels, au fond, nous étions assez proches de griefs américains traditionnels à l'égard de la Chine, par exemple la propriété intellectuelle, par exemple le régime des subventions, par exemple le fait que la Chine avait un statut de pays en développement alors qu'elle est aujourd'hui à bien des égards une économie très avancée. Donc premièrement, quel type de discussion on peut avoir compte tenu de cela? Deuxième chose, je reprendrai la question de la réaction américaine attendue. Benoît Cœuré disait il faut sortir du rousseauisme. Il faut certainement sortir du rousseauisme et il faut se dire que si nous prenons une posture de ce type, alors il ne faut pas s'étonner
d'une réaction brutale qui a déjà commencé de la part de l'administration Trump. Vous savez que les journaux rapportent qu'il aurait proposé à Emmanuel Macron de sortir de l'Union européenne pour lui offrir un deal bilatéral bien plus favorable. Il n'a pas fait mystère de son antipathie à l'égard de l'Union européenne. Donc, si on sort effectivement de cette illusion rousseauiste et si on joue comme des acteurs, il faut s'attendre à quelques réactions. Merci Jean. Alors, qui veut, peut-être que je me tourne vers Philippe. Philippe, comment on réconcilie cette contradiction? On est d'accord, l'Europe est d'accord sur le diagnostic finalement du commerce mondial. Il y a beaucoup de choses on a beaucoup de griefs, comme disait Jean, vis-à-vis de la Chine. Comment on peut établir ce front uni Chine-Europe pour essayer de rétablir un sentiment de gouvernance mondiale, voire même de rattraper les États-Unis dans ce concert? Ça va être très compliqué parce que, comme Jean le disait, on est quand même un système de valeurs différentes que la Chine, et notamment autour des sujets précis du commerce. Comme tu le disais, on a des visions quand même très différentes. Je pense que l'essentiel, c'est d'abord de consolider la position européenne. Le pire qui puisse nous arriver, c'est qu'on ait un moment où les pays commencent à diverger en Europe. Et à ce moment-là, on perd totalement l'influence du système international. Donc très rapidement, maintenant, il est clair qu'on est en face de deux grands blocs. Un qui, pour le moment, nous semble peut-être plus confortable que l'autre, mais en réalité, c'est deux blocs qui sont quand même très différents. Et le pire qui puisse nous arriver, c'est de se diviser en Europe, parce que même l'Allemagne ou même la France, comme les deux plus grands pays de l'Union, ne vont pas être en position vraiment de faire face à ces pressions de commerce. En même temps, il ne faut jamais oublier qu'on est quand même très grand, on est la plus grande économie, et même si vous regardez des secteurs, peu importe quel secteur, en fait, si on se met ensemble en position européenne, l'Europe est un poids lourd. Pensez à l'énergie, pensez à des sociétés comme Total, Siemens, et vous rajoutez à ça l'initiative des batteries que Total a maintenant vraiment déclenché. Là, ce n'est pas difficile à imaginer qu'on a vraiment un pouvoir économique très très fort, pourvu que ça puisse être une position unifiée. Donc je pense que avant de vraiment réfléchir dans les détails comment se positionner vis-à-vis la Chine et vis-à-vis les États-Unis, l'essentiel c'est d'éviter qu'on se divise entre nous-mêmes. Robert, est-ce que vous pensez que les États-Unis pourraient mal réagir à une sorte de rapprochement sino-européen en brandissant la menace de retirer le bouclier militaire, enfin le bouclier de la sécurité, l'OTAN? Est-ce qu'on peut avoir du chantage sur le point de vue militaire ou sécuritaire? Et à spéculer sur ce que va faire le président Trump, je ne vais pas imaginer jusqu'où il pourra aller. Évidemment, la réaction ne serait pas particulièrement positive. Mais cela étant, je pense que, et je le dis même en tant qu'Américain, il faut quand même résister à ce que font les États-Unis aujourd'hui, à ce que fait l'administration Trump, que ce soit sur le dossier du libre-échange, que ce soit sur le dossier européen, que ce soit sur le dossier de l'Iran. Donc, je ne sais pas comment ils réagiront, parce que vraiment, ça relève des instincts particuliers d'un personnage qui parfois nous surprend, ou souvent nous surprend, mais la question plus fondamentale, c'est qu'est-ce qui est de l'intérêt de l'ordre je ne parlerai même pas d'un ordre international, mais qu'est-ce qui est de l'intérêt européen, qu'est-ce qui est de l'intérêt de la résolution des crises, des conflits tels que mon organisation s'en préoccupe, quel est l'intérêt du bien-être de la population mondiale. Donc, je ne peux pas répondre à votre question parce que je ne sais pas ce qui est dans la tête de Trump. Ce que je peux dire, c'est que la question principale, c'est que faut-il faire pour, comme je l'ai dit auparavant, apporter de bonnes réponses à des questions qu'il pose, des questions légitimes, mais auxquelles systématiquement l'administration américaine aujourd'hui apporte de mauvaises réponses et des réponses qui vont faire plus de mal que de bien. Benoît, est-ce que Bruno Le Maire est allé en Chine récemment et a parlé de pillage des entreprises de Chine, de pillage chinois d'entreprises françaises? Est-ce qu'on peut changer d'attitude vis-à-vis de la Chine? Est-ce qu'on peut réfléchir à une alliance? Est-ce que c'est faisable?
Non, bien sûr que c'est faisable et il faut absolument résister à une tentation qu'on trouve un peu dans tous les débats d'ailleurs, ici, y compris ici à Aix, qui est celle d'une forme d'euro-pessimisme ou de complexe d'impuissance de l'Europe, comme s'il y avait des faits politiques nouveaux dans le monde et comme si l'Europe était complètement démunie face à ce qui se passe aux États-Unis, en Chine, etc. L'Europe est la première puissance économique mondiale. Dans le domaine économique, on a deux atouts qui sont des forces et qui sont des forces dans des rapports de force, qui sont un grand marché qui est le premier du monde et qui sont une capacité à réguler qui est aussi la première du monde. C'est ce que les politologues appellent l'effet Bruxelles, the Brussels Effect. L'Europe impose sa régulation en matière de protection des données, en matière de normes, en matière de normes techniques à l'ensemble des pays du monde, dès lors qu'ils veulent vendre des produits en Europe. Et donc c'est des forces extraordinaires sur lesquelles il faut s'appuyer. Et ça nous permet, et dans le débat actuel c'est une force particulière, parce que ça nous permet de dépasser un débat commercial qui est aujourd'hui trop centré sur les droits de douane, qui ne sont pas le problème le plus important dans le monde. Les questions qu'il faut régler avec les Chinois, ce n'est pas les droits de douane, c'est les marchés publics, c'est la propriété intellectuelle, ce sont des sujets d'accès au marché qui ont une dimension politique très forte, parce qu'elles mettent en cause aussi des éléments de souveraineté dans chacun des pays. Et pour aborder ces questions-là, l'Europe a des infrastructures, un consensus politique et un système de valeurs qui lui donnent une force extraordinaire. Il ne faut pas avoir honte de ça, il faut s'appuyer là-dessus. Jong-ha, est-ce que vous pensez que la Chine peut bouger sur ces sujets-là, protection, les sujets dont parle Benoît, est-ce que ça va s'accélérer? Est-ce qu'il va y avoir une meilleure entente? Well, there are either good or bad points when we expect the change of the Chinese position on trade as well as the other issues, important global issues. Because it's it's a state capitalism. Xi Jinping has a great power. So as long as the Chinese leader and Communist Party has a position which they would like to change to the one direction, it could be easily changed. I'm not saying the democracy is bad for making the decision, but sometimes it is more difficult to make a decision if the country is the democratic society. So this might be the kind of position if the international community continue to negotiate with China and giving a pressure on China. China is willing to change this position to coming toward more closely to the global values, because especially the trade issues and foreign direct investment issues, China is willing to not to lose their interest in this area, because they know global trade war will hurt the China more than any other countries. Also, technology issues, intellectual property, right issues. Xi Jinping would like to gain as much as he could over the next decades. But obviously, this is the great confrontation between U.S. and China at this front. So this is I'm saying that that's the much better position. But there are more difficulties in the Chinese society. It's very much controlled. And then even though, the many democratic society try to improve the society to come to the more democratic society, but it's still heavily controlled. And then all kind of even the global media is not perfectly allowed to reach their students and the young peoples. This is so in the future, I think it's quite difficult to predict what will happen to the China in the future. But regarding your question, there are possibilities. I think this may be much easier to change the Chinese position rather than the US position in the next decade. Peut-être on va prendre des questions de la salle. Isher, maybe just one more question for Isher. What would be the reaction of the emerging countries towards this Chinese, European-China rapprochement? I think, the challenge before the emerging markets, the developing countries, really is to lift a lot of their people from poverty and really gain the momentum on growth and better lives. So they would like to have more globalization with rules, with multilateral rules, so that they can give and take
to ensure that the markets remain open. And frankly, I don't personally share this extreme pessimism even on the US behavior, because I do believe that what we are seeing today is economically not sustainable, even for the US, and therefore we will begin to see a turning. Okay, on va prendre une question, plusieurs questions dans la salle. Oui, ici. Notamment sous l'influence anglaise, on a décidé d'élargir l'Europe avant de l'approfondir. Aujourd'hui, avec le budget de la zone euro, donc la question est pour notamment Benoît, peut-être aussi Jean, on est en train d'essayer de, entre guillemets, corriger les inconvénients de ce choix. L'avantage, il est évident. On a un plus grand marché et c'est un levier de pouvoir dans le leadership de demain. Et en même temps, on a cette division nord-sud, est-ouest qui peut s'introduire d'un élargissement un peu chaotique. Donc, quelles sont les mesures pour approfondir l'Europe en accéléré face au leadership croissant de la Chine et des États-Unis? Qui veut répondre? Benoît, Jean, Philippe? Benoît. Non, mais je peux commencer. D'abord, l'élargissement de l'Europe, c'était un impératif moral et historique. Donc, on ne va pas réécrire l'histoire et refaire le procès de l'élargissement de l'Europe. C'était quelque chose qu'il fallait faire de toute façon. On a eu raison de le faire. On l'a plutôt bien fait, d'ailleurs. Donc, la question maintenant, c'est plutôt de regarder vers l'avenir. Bon, d'abord, je pense qu'il y a parfois dans les débats politiques européens cette idée que les questions liées à la zone euro, hein, puisqu'on parle du budget de la zone euro, on ne va pas rentrer dans le détail technique de tout ça, mais il y a parfois cette idée que l'approfondissement de la zone euro, c'est une sorte de distraction par rapport à des questions plus profondes, plus importantes, auxquelles fait face l'Europe, comme l'immigration et les questions de sécurité. Moi, je crois que c'est une erreur très profonde. Pour une raison très simple, qui est une raison économique, qui est que l'Europe n'aura pas les moyens d'assurer sa défense, l'Europe n'aura pas les moyens d'accueillir les migrants ou de renforcer ses frontières. L'Europe ne pourra pas parler d'une voix plus forte sur la scène internationale si son économie ne fonctionne pas bien. Et si les chefs d'État européens continuent à passer leur nuit à Bruxelles à régler des crises nées dans la zone euro, ce qui est quand même ce qu'ils ont fait au cours des 10 dernières années. Donc le renforcement de la zone euro, à travers le budget de la zone euro auquel je suis favorable, mais aussi à travers toute une série d'autres réformes, a commencé d'ailleurs par le fait d'avoir des économies bien gérées dans chacun des pays membres, des finances publiques à l'équilibre, et tout ce qu'on peut faire soi-même sans solliciter l'argent des autres. Hein. Ça commence quand même par ça. Tout ça, c'est quelque chose qui permettra à l'Europe de construire des instruments et de déployer sa puissance sur la scène internationale. Donc il y a complémentarité ici, ce n'est pas un choix à faire. Il faut faire les deux, il faut faire de manière urgente. Philippe, tu veux Peut-être que d'abord, le premier point, c'est qu'il faut faire face à la réalité, que la pression sur l'Europe ne va pas disparaître. Je pense tous ces gens qui disent que ne vous inquiétez pas trop, Trump va passer. À mon avis, le monde a changé, et notamment sur le point de vue sécurité. Donc, comme Benoît le disait, inévitablement, il faut se préparer à assurer notre propre sécurité et de sécuriser nos propres frontières. Donc ça sera déjà un défi énorme. Et le deuxième point, je dirais, c'est que ce que Benoît disait aussi, l'Europe doit être plus confiante de sa propre force, tant qu'on est unifié. Économiquement parlé, politiquement parlé, juridiquement parlé, point de vue valeur, on a une force qui est tout à fait de premier ordre mondial, donc il faut être conscient de ça et pas tomber dans le piège où on pense qu'on est meilleur placé individuellement. Encore une fois, il n'y a aucun pays en Europe, peu importe la taille, qui peut faire face seul à ces défis internationaux. Donc je pense qu'il faut trouver des moyens de surmonter les problèmes qui nous divisent et retrouver la force en communauté. Aussi Merci. En communauté de valeurs, hein, je pense que c'est un point quand même très important, parce que ce qu'on vit actuellement, c'est pour ça que j'ai terminé avec cette citation de Thomas Mann, c'est aussi une attaque, pas seulement économique, pas seulement politique, peut-être pas seulement en ce qui concerne le système de défense de l'Europe, mais c'est aussi une attaque des valeurs sur l'Europe. Merci Philippe. Jean?
Quelques mots de conclusion. Juste sur ces points, il faut à la fois, je crois qu'on résiste au narcissisme européen qui consiste à conclure de toute discussion que ce nouveau contexte global nous offre l'occasion de résoudre nos différends avec les Pays-Bas ou de ramener la Pologne à la raison sur la question de son système judiciaire. On fait face à des questions d'une ampleur telle qu'il ne faut pas toujours les regarder à travers le prisme de nos propres difficultés internes. En même temps, nous faisons face à une redéfinition très profonde des finalités de l'Union européenne et de ce qu'on peut appeler les biens publics européens. Il ne faut jamais oublier qu'on s'est construit avec la bénédiction des États-Unis, sous la protection des États-Unis, et que le nouveau monde dans lequel on a des États-Unis inamicaux, disons, on a des questions de sécurité qu'il faut qu'on prenne en charge nous-mêmes, des questions de frontières qu'on prenne en charge nous-mêmes, des questions de relations avec notre environnement sous toutes sortes de dimensions, que ce soit des dimensions politiques, des dimensions migratoires, des dimensions économiques qu'il faut qu'on prenne en charge nous-mêmes. C'est une redéfinition très profonde de l'agenda européen. Et ce qui se passera dans les années qui viennent dira à nos peuples, est-ce que l'Union européenne est capable, ou l'intégration européenne, quel qu'en soit le périmètre exact, est capable de répondre à ces questions ou pas. Et ce sera un test qui est un test très brutal, très dur et très décisif.